Hola a todos! On se retrouve aujourd'hui pour parler des épopées de l'Argentine en Coupe du Monde depuis l'époque Lionel Messi. Pourquoi est-ce que c'est en 2022, probablement l'équipe surprise par rapport aux autres années, que Lionel Messi va enfin remporter la Coupe du Monde et quelles conditions n'étaient pas réunies auparavant pour accéder à cela? Bon, t'as déjà peut-être probablement vu cette vidéo dans la version d'avant. Seul problème, je vais te raconter, c'est que YouTube, au moment de publier la vidéo, m'autorise à publier avec les vidéos de but, notamment de Lionel Messi, que j'avais mis, en me disant, comme les droits appartiennent à la FIFA, tu ne pourras pas monétiser cette vidéo. Bon, dans l'absolu, avec mes 60 abonnés, c'est pas trop un problème. Donc je publie la vidéo en me disant, au moins, mon contenu s'est publié, et même si c'est pas monétisé, c'est pas grave, on est en début. Sauf que je reçois un mail ce matin qui m'indique, finalement, notamment pour la dernière vidéo où Lionel Messi soulève le trophée, la FIFA refuse d'utiliser la vidéo telle quelle, il faut soit la supprimer, soit changer la bande son. Seul problème, c'est comme je parle sur la bande son, c'est un peu compliqué de la supprimer, j'ai essayé, ça ne matche pas. Étant donné qu'en plus, on a investi dans un nouveau micro, d'ailleurs j'espère que le son sera meilleur, on va refaire la vidéo, on va enlever les vidéos de la FIFA, tant pis, on va mettre beaucoup plus d'images du coup, et au moins, la vidéo ne sera pas bloquée. Bon, la Coupe du Monde 2006. À ce moment-là, Lionel Messi a 19 ans. Il a explosé aux yeux du monde cette année-là, notamment en Champions League, avec ce match face à Chelsea, où Delormeau va le découper pendant 90 minutes, il va le blesser au genou, ça va le priver de la finale de la Ligue des Champions de 2006 que Barcelone va remporter face à Arsenal. C'est Ludovic Giuly qui sera titulaire à ce moment-là. Mais il est quand même dans le groupe pour la Coupe du Monde. Il est remis de blessure, et dans tous les cas, étant donné qu'il est jeune, il va pas jouer beaucoup. Il va quand même marquer son premier but, mais à ce moment-là, tu as des mecs comme Crespo, Riquelme, c'est à eux de porter l'équipe, et c'est cette équipe-là qui se fera éliminer en quart de finale, au penalty, face à l'Allemagne. Donc Lionel Messi, il a goûté à la Coupe du Monde, c'est un avant-goût pour ce qui va se passer par la suite. Coupe du Monde 2010, là il y a beaucoup plus de choses à dire. C'est Diego Armando Maradona le sélectionneur depuis 2008, décrié dans la presse parce qu'on ne croit pas à sa capacité à gérer l'équipe, notamment sur un événement comme la Coupe du Monde. Et arrivé à la Coupe du Monde, Diego, il a une idée, une seule et unique, c'est que Messi devienne exactement comme lui en 1986. C'est-à-dire qu'il va replacer Lionel Messi dans l'axe, comme meneur de jeu, second attaquant, on l'appelle comme on veut. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, Messi ne joue pas faux attaquant à Barcelone. En tout cas, il joue que depuis 6 mois. Il a eu le clash avec Zlatan Ibrahimovic, il a envoyé un message à Pep Guardiola dans le bus, c'est la fameuse histoire que tout le monde connaît, en indiquant « moi je veux jouer attaquant dans l'axe », sauf qu'il a joué ailier droit depuis qu'il a démarré professionnel, donc il joue dans l'axe depuis 6 mois suite au clash avec Zlatan. Bilan des courses, il n'a pas de repère dans cette zone-là du terrain à très haut niveau sur un long moment. Ce qui va se voir pendant la Coupe du Monde, c'est compliqué qui plus est de collaborer avec des coéquipiers que tu vois que 10 fois dans l'année. Parce qu'en sélection nationale, tu te réunis 10 fois, grand maximum. En préparation de Coupe du Monde, tu vas faire tes matchs amicaux et tu as les éliminatoires l'année d'avant. Donc ça, c'est un petit peu compliqué au niveau tactique. Qui plus est, Diego, c'est tout pour l'attaque. Il va te sortir une composition face à l'Allemagne en quart de finale avec Higuaín, Tevez, Messi et Di Maria. Tu peux même ajouter Maxi Rodriguez, qui est plutôt un joueur offensif que lorsqu'il joue à Atlético Madrid ou à Liverpool. On connaît le résultat, l'Argentine va se faire éparpiller 4-0, l'équipe va être coupée en deux, l'Allemagne à ce moment-là a une génération qui est très forte, il faut l'admettre, mais toujours est-il que le projet de jeu à ce moment-là, il est beaucoup trop ambitieux. T'as pas assez de joueurs qui vont défendre. Messi a jamais défendu de sa carrière, Higuaín et Tevez s'ajoutent devant, Maxi Rodriguez c'est plutôt un milieu offensif, Mascherano c'est l'unique milieu défensif que tu as, et Di Maria en milieu relieur, c'est très fort. Le problème, c'est que c'est pas un profil qui va défendre. Donc, bilan de cette Coupe du Monde 2010. Fiasco total. Ton équipe, elle est coupée en deux. Lionel Messi, il marquera pas un but. Ta défense, elle est vieillissante. Trop ambitieux. Arrive la Coupe du Monde 2014. Alejandro Sabella, c'est le sélectionneur à ce moment-là. On va comprendre qui il est pour comprendre son projet de jeu. En 2009, avec Estudiantes, il gagne la Libertadores. En 2010, il est champion d'Argentine. C'est assez naturel qu'on prend en tant que sélectionneur. Alejandro Sabella, il faut savoir, c'est le fils spirituel de Bilardo. Bilardo, c'était l'entraîneur de Maradona en 86 lorsqu'il gagne la Coupe du Monde. Donc Sabella, il va mettre en place le même projet de jeu. Il va mettre des grosses bases défensives pour permettre à Lionel Messi, qui va repositionner dans l'axe, qui joue dans l'axe depuis maintenant 4 ans, de permettre de briller en contre-attaque.
Contre-attaque, jeu de transition, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas l'idée c'est déjà de mieux défendre. On arrête de jouer à 2 attaquants, exit les Carlos Tevez, Higuaín et Agüero, on va en choisir qu'un, et tout le reste ce sera sur le banc, et Lionel Messi qui jouera en numéro 10 ou en second attaquant. La phase de poule se passe bien, 3 matchs, 3 victoires. Arrive le 8ème, et là Sabella, il se dit, je vais enlever Fernando Gago, milieu défensif du Real de Madrid, pour mettre Lucas Villa. Profil un peu plus défensif car Gago est un peu plus créateur. Arrive le quart de finale face à la Belgique, c'est Di Maria qui se blesse. Donc on perd encore en créativité puisque Di Maria, il se remettra pas pour rejouer la finale. Donc on perd Di Maria pour tout le reste de la compétition. Arrive donc la finale. Et là, j'ai eu un débat avec mon ami qui vit en Argentine depuis 5 ans et qui m'aide à faire les sujets sur l'Argentine. Il me dit, moi je trouve pas qu'on est tant dominé que ça. Sauf que moi, je vois que tu as 36% de possession de balle, tu n'as eu que 2 occasions. Je vois pas trop comment tu te laisses une chance de jouer ta finale dans ces conditions-là. Et je pense que Sabella, à vouloir avoir un style de jeu trop restrictif, il s'est enfoncé, voire caricaturé dans ce style-là, dans cette approche-là. Et bien en des courses, la finale, t'es super frustré parce que tu te laisses pas l'occasion de la gagner. Donc 2014, tu perds ta finale, et moi je trouve beaucoup de points de commun avec la France de 2022. À savoir, tu bases tout sur un jeu de transition dans l'optique de faire briller ton joueur offensif, Kylian Mbappé dans notre cas, Lionel Messi en 2014. Tu n'as quasiment jamais la balle du match. Et il faut, dans notre cas en 2022, pour qu'on s'en souvienne, que Kylian Mbappé soit exceptionnel dans les 15 dernières, parce qu'avant, on est totalement dominé, pour que ça fasse une finale historique. Et je suis désolé, si tu enlèves les émotions et que tu regardes factuellement, la finale de 2022, elle est hyper frustrante. Tu t'es pas laissé l'occasion de la gagner. Nous voilà la Coupe du Monde 2018. Sampaoli, il est sélectionneur. Il arrivait en 2017, dans un état catastrophique parce que l'Argentine était en galère dans les éliminations. Lionel Messi avait pris sa retraite internationale. Sampaoli le convainc de revenir quasiment 1 an après sa retraite internationale. Et finalement, l'Argentine se qualifie pour le mondial. Sauf que Sampaoli, à l'époque, c'est l'entraîneur qu'il te fallait. Il gagne la première Copa América avec le Chili en 2015. En 2016, il fait une très bonne saison avec Séville. Donc sur le papier, moi je trouve que c'était plutôt un bon choix. Mais avec ce que je viens de te dire, avec seulement 1 an de préparation dans les conditions que je te décris, tu sens déjà arriver le problème. Arrive la phase de poule de la Coupe du Monde. Match nul face à l'Islande en ouverture. Tu perds 3-0 face à la Croatie. Tu es obligé de battre le Nigeria si tu veux te qualifier. Et il y a un partout jusqu'à la 86e minute. Et c'est Rojo qui marque pour qualifier le pays. Seul problème, c'est que tu te qualifies deuxième. Donc tu vas prendre un gros. Ce profil de l'équipe de France. Second poteau Pavard, tout le monde s'en souvient. Je ne peux pas vous mettre la vidéo. Merci les droits d'auteur de la FIFA qui ne me laissent pas utiliser la vidéo. Et bilan des courses, Lionel Messi va exploser aux yeux du monde. L'Argentine va se faire éliminer 4-3. Lionel Messi va être critiqué pour son investissement en équipe nationale, parce que ça commence à faire plusieurs échecs. Sampaoli critiqué pour sa gestion de l'équipe. Il n'y a rien qui va. Sauf que moi, Sampaoli, je vais plutôt être de ceux qui va le défendre, parce que la fédération choisit de le prendre 1 an avant la Coupe du Monde. Donc en gros, il a 10 matchs pour préparer la compétition, convaincre Lionel Messi de revenir. Arrive enfin 2022. Lionel Scaloni, c'est le sélectionneur. Scaloni, il était adjoint de Sampaoli au moment de la Coupe du Monde 2018. Donc lui, il sait très bien ce qu'il va pas falloir faire pour préparer correctement la Coupe du Monde. Scaloni, des avantages qu'il va transformer en avantages, c'est qu'il a perdu toute la génération des cadres d'avant. Fini les TV, Higuaín, Agüero et tout ça. Ils sont plus là. Il faut renouveler tout l'effectif. La mission s'annonce un peu compliquée. Et pour autant, quand tu vas regarder l'Argentine sur papier, quand tu prends McAllister, De Paul et Fernandez, qui sont les choix de Scaloni, d'ailleurs McAllister a récemment fait une interview pour dire il m'a donné ma chance alors que j'avais quasiment aucune expérience internationale. Les trois, c'est ce qui va créer l'équilibre de l'Argentine. Tout ce qui a manqué dans les années d'avant, c'est plus jeune, c'est plus travailleur, ça a plus de grinta, ça récupère beaucoup de ballons. Du coup, Messi qui défendait pas, ça commence à moins se sentir. Autre chose, Scaloni va faire des choix, ça on pourra pas lui reprocher. Lautaro Martinez, il fait pas spécialement une bonne phase de poule. Il va le sortir de l'équipe, il met Julián Alvarez. Et si je te cite Julián Alvarez au milieu des Higuaín, Tevez et Agüero, c'est pas celui dont tu vas te souvenir principalement. Et pour autant, il fait une phase finale de Coupe du Monde exceptionnelle. C'est probablement l'attaquant qui a fait la meilleure phase finale de toute la génération que je viens de te citer. Donc out Martinez, en tout cas Lautaro, bonjour Alvarez. Autre facteur clé déterminant du succès de l'Argentine, c'est Dibu Martinez, le gardien de but. Il sort 2 pénaux face aux Pays-Bas en demi-finale, il sort 2 pénaux face à la France en finale.
quand tu as un très bon gardien, un milieu travailleur, un attaquant exceptionnel, et le deuxième qui fait probablement la phase finale de Coupe du Monde de sa vie, tu as la recette pour gagner la Coupe du Monde, en tout cas pour l'Argentine. Et Scaloni, moi je trouve une qualité, c'est qu'il a une personnalité beaucoup moins sulfureuse que pouvait être Maradona, que pouvait être Sampaoli. Il est beaucoup plus calme, ça va coller beaucoup plus au style de l'équipe, je trouve, qui est jeune, qui va avoir besoin d'assurance. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort pour Scaloni à ce moment-là. Autre chose, moi, il me fait penser un peu à Didier Deschamps dans sa manière de manager le groupe, dans le sens où il a vraiment créé un état d'esprit afin que tout le monde se sacrifie pour la dernière Coupe du Monde, en tout cas c'est ce qu'on se disait à ce moment-là, de Lionel Messi. Donc voilà, avant de terminer la vidéo, on va rendre hommage au meilleur lieutenant de Lionel Messi pendant toutes ses campagnes de Coupe du Monde. Un mec qui s'est jamais plaint, qui a jamais eu d'ego mal placé, qui a joué à tous les postes qu'on vient de demander, ailier gauche, ailier droit, milieu relayeur, numéro 10, tout ce que tu veux, c'est Di Maria. Il a fait une carrière exceptionnelle avec l'Argentine. Je trouve que moi, on ne le reconnaît pas assez à sa juste valeur sur ce sujet-là. Et pour autant, quand tu vas en Argentine, ils vont te citer toujours Di Maria comme étant le meilleur joueur après Messi de la génération des fantastiques de Tevez, Higuaín, Agüero. Bravo à lui. Donc au final, c'est un peu l'équipe surprise qui remporte la Coupe du Monde 2022. Parce que si tu compares la compo de 2022 avec celle de 2010, et moi le premier en 2010, tu te dis wow, Tevez, Higuaín, Messi, Di Maria, ils vont mettre 3-0 à tout le monde. Sauf que non, ça marche pas tout à fait comme ça le football. La génération 2022, elle est moins connue, sauf qu'elle a beaucoup plus le sens du sacrifice, à mon sens. Et t'as Messi qui va briller, il va marquer 7 buts dans la compétition, il va faire 3 ou 4 passes décisives. Et c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, mettre un like, parce que ça me permet de développer la chaîne. Ça m'encourage à faire des sujets plus travaillés comme celui-ci. Le prochain gros sujet, ça devrait être Bilardo et Menotti, à savoir comment est-ce que ces deux sélectionneurs iconiques de l'Argentine ont influencé toutes les générations futures par rapport à leur vision du football.